Débat à carte, 3 manches, 2 invités, pour un débat, l'insertion professionnelle des jeunes. La métropolisation accentue le risque d'inégalité territoriale dans la recherche d'emploi. Je valide. Je dis non. Réduire le temps de travail permet un meilleur accès à l'emploi. Je valide. On dit non. Les dispositifs d'aide à l'embauche aux entreprises vont dans le bon sens pour réduire le chômage chez les jeunes. Je passe. Je valide. Julien Pinat, directeur général du MEDEF de l'Est parisien qui comprend la Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Les aides d'accompagnement à l'accès à l'emploi pour les jeunes les plus éloignés sont assez nombreux aujourd'hui. Je dis non. Je valide. Nous assistons à une précarisation des emplois. Je valide. Alors je vais dire non. Clara Privé, trésorière nationale de l'UNEF et étudiante en histoire à Dijon. L'IA et les nouvelles technologies sont une menace pour l'emploi. Non, je dis non. Je dis non. L'alternance permet une meilleure insertion sur le marché du travail. Je valide complètement. Je passe. Alors, comment résorber les obstacles liés au logement qui continuent de limiter l'accès des jeunes à la formation et à l'emploi? Il y a plusieurs leviers. Le premier que je vais citer, c'est évidemment les logements Crous. De fait, ça permet la construction de logements à des prix raisonnables pour l'ensemble des étudiants et étudiantes. Et alors, on pense beaucoup aux grandes villes quand on pense logement Crous, mais en réalité, c'est pas vrai. On a tout un tas d'endroits où on a des petits centres universitaires, notamment des IUT qui amènent très vite sur le marché de l'emploi ou qui amènent vers des licences professionnelles, etc., sur lequel il n'y a pas de logement Crous et où du coup, en fait, on ne peut pas avoir accès à un logement ou de cohabiter chez ses parents, on est obligé de faire des allers-retours, enfin, c'est fatigant. Et donc la construction de logements, notamment par le Crous, me semble essentielle. Et on nous avait promis 60 000 logements, on n'y est pas encore, donc d'ici 2027, donc il faudrait construire malheureusement plus vite. Et je partage complètement. Il manque 350 000 logements en France. Notamment logements sociaux, et c'est vrai que les foyers jeunes travailleurs ou tout ce qu'on pourrait faire ensemble, je pense que ça pourrait être une convergence des luttes entre le MEDEF et l'UNEF parce qu'on a vraiment besoin de construire des logements et partout. C'est vrai qu'on a des zones aussi où les foyers jeunes travailleurs pour les zones d'activité et autres, et on manque énormément. Et par ailleurs, on a un vrai souci sur la transition en termes de logement entre les jeunes étudiants et les jeunes travailleurs, puisque du jour au lendemain, on n'est plus étudiant, donc plus accès à des logements Crous, etc. Et pas forcément en CDI, en premier emploi stable tout de suite, donc avec des fluctuations du revenu. Et on a un vrai travail à faire sur ces jeunes-là, où est-ce qu'on les loge et où est-ce qu'on leur permet d'habiter le temps qu'ils trouvent un premier emploi stable. Vous devez savoir qu'on gère aussi Action Logement avec la personne patronale, donc forcément, c'est des sujets qui nous intéressent énormément. On a les dispositifs VISAL pour aider aussi les jeunes complètement. Garantie. Mais c'est vrai que le manque de logement aujourd'hui nous inquiète beaucoup. À l'orée des élections municipales, j'espère que nos amis élus des communes vont plus construire. Oui. C'est vrai que c'est un vrai problème pour les jeunes. Et en sachant qu'on va se battre aussi, nous, et je pense qu'on pourrait aussi savoir, les jeunes sont d'une certaine manière un peu discriminés. Oui. On ne veut pas de foyers jeunes travailleurs autour de chez soi et autres. C'est ça. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de monter au créneau pour défendre des projets, donc ça pourrait être un sujet en commun et, avec l'UNEF. Forcément. Complètement. Son numéro 1. Pour trouver mon premier emploi après mon école d'hôtellerie, j'ai voulu rentrer directement dans des hôtels en restauration et malheureusement tous mes employeurs me demandaient d'avoir déjà une expérience pour m'embaucher. Sauf que si personne ne m'embauche, je ne peux pas avoir d'expérience. Pour le coup, je ne sais pas où il habite parce que c'est un métier qui est vraiment en crise. On est vraiment en tension dans le secteur. Souvent, nous, l'objectif, et c'est la consigne qu'on donne à nos adhérents au sein du MEDEF, c'est de prendre des stagiaires et de recruter le plus tôt possible, donc avec un accompagnement. Donc c'est vrai que là, il est dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, qui sont des secteurs qui recrutent beaucoup. Donc je suis un peu étonné de la proposition, mais s'il ressent ces difficultés-là, effectivement, c'est une problématique pour nous. J'espère qu'il va trouver. Normalement, on met en place des choses au niveau de l'emploi avec les différents acteurs de l'emploi pour accompagner. Mais c'est vrai que là, on en revient à ce qu'on disait sur le logement. Il faut faire confiance aux jeunes. C'est un de nos combats aussi. On ne peut pas être bloqué parce qu'on est jeune ou senior
Et je pense que là, on a tous, c'est un problème de société à se mettre autour de la table et à vraiment actionner les choses. Ouais, je suis entièrement d'accord. On a énormément de clichés sur les jeunes qui seraient plus feignants, qui travailleraient moins, qui auraient moins envie d'aller au travail, etc. Alors qu'en fait, on le voit, enfin, c'est pas du tout vrai. Et on a pas mal d'employeurs qui ont beaucoup de mal à faire confiance aux jeunes. Ça se ressent aussi dans le domaine de l'alternance, quand on trouve des stages, parce qu'il y a de plus en plus de licences, même dans les universités, etc., même quand on sort un peu du domaine professionnalisant, qui ont besoin d'avoir des stages, et on remarque qu'il y a énormément de gens qui ont du mal à faire confiance aux jeunes, alors que c'est des choses clés dans nos parcours et dans nos études. Et donc on a vraiment besoin de travailler sur déconstruire le cliché du jeune feignant qui aurait pas forcément envie de travailler. Et c'est hyper important pour nous permettre d'avoir des premières expériences, quoi. Ils en parlent. Alors, extrait numéro 2. Et sur la question de l'orientation, au fur et à mesure qu'ils se confrontent à la réalité du marché du travail, ils considèrent qu'ils ont été mal orientés et surtout, en fait, les enfants de parents les moins diplômés. Entièrement d'accord avec le court extrait. On a un vrai problème avec les politiques d'orientation dans notre pays. En fait, on passe du très très généraliste du lycée général, du collège général, etc. à tout de suite, soit il faut s'orienter immédiatement dans une filière pro ou technologique, soit il faut continuer dans du généraliste. Et en fait, on repousse les questions d'orientation et on repousse tout ça, ce qui n'a pas été aidé par la dernière réforme du bac, où on a des logiques du coup d'options, de choix, de jeux d'options, etc. et des logiques très individuelles en termes de parcours, qui vont pas du tout dans des logiques d'orientation, et on n'a pas cette culture de l'orientation pas dès le plus jeune âge, mais en fait à minima savoir qu'il existe des options, de quoi on a besoin si on a envie d'être, je sais pas, informaticien, psychologue, etc. Et du coup, on se retrouve avec Parcoursup, où là, les étudiants font des choix en priant pour être pris. Ouais. Et souvent, ils ne le sont pas dans leurs vœux qu'ils souhaitent. Et quand ils se confrontent soit au milieu universitaire, soit au milieu des écoles, etc., c'est la douche froide. Et là, on rentre dans des parcours de réorientation dans lesquels les étudiants n'y arrivent pas toujours, où ils repassent la sélection. Et en fait, on se retrouve avec des gens qui, à 20 ans, rentrent sur le marché de l'emploi précaire sans études, alors que si on les avait orientés et conseillés plus tôt, ils en seraient peut-être pas là, quoi. Ah, entièrement d'accord. Et c'est cette problématique, on estime qu'elle coûte entre 3 et 4 milliards d'euros de PIB, au niveau national. C'est une problématique sur laquelle on est très mobilisé. Patrick Martin rappelle que c'est la mère de toutes les batailles dans la jeunesse. Et on voit qu'effectivement, alors je suis entièrement d'accord, on part de trop loin. Enfin, je veux dire, il faut que dès le plus jeune âge, on forme les jeunes sur les différents métiers. Mais au-delà de les former, c'est de leur présenter les métiers qu'ils ont sur le territoire. On a des choses fabuleuses, que ce soit des métiers manuels et des métiers plutôt scientifiques. Il faut dès le plus jeune âge acculturer. Le problème, c'est qu'on est encore trop du coup soumis, et le court extrait le disait très bien. On a des jeunes qui ont des parents qui ne sont pas diplômés et qui ont moins de chances d'accès. On a la discrimination des territoires, discrimination du genre, sur lequel nous on veut se battre. Le MEDEF a lancé d'ailleurs Codef, justement pour que les jeunes filles puissent aller vers les métiers techniques, mais plus largement on se bat aussi beaucoup pour l'apprentissage et la formation, et aussi d'avoir donné accès à tous les jeunes la possibilité de pouvoir s'émanciper. On voit que malheureusement on va devoir aller plus proche des parents et des professeurs. On a un gros travail à faire là-dessus. Nous on est pleinement mobilisés, on a encore un point où on se rejoint avec l'UNEF, et je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut absolument qu'on travaille plus ensemble, nos syndicats, pour travailler sur le sujet, parce que sinon on n'y arrivera pas. Complètement. Ce que vous disiez sur la question de l'orientation choisie, nous, à l'UNEF, on bataille énormément pour que ça soit pas une orientation qui soit choisie par, en effet, le genre, la classe sociale, etc., mais que ça soit bien, que l'école remplisse pleinement sa mission, on dit d'émancipation, évidemment, et que du coup, c'est pas parce qu'on est un jeune issu d'un quartier populaire qu'on peut pas aller faire SHS ou Histoire de l'art, et que en même temps, si on a
a un papa avocat et une maman docteur, c'est hyper cliché, mais bon, Non, non. on en passe par là. Et ben, si on a envie de faire menuiserie, on fait menuiserie. Et c'est la question hyper essentielle de l'orientation choisie. Et du coup, étant donné qu'on a une politique d'orientation en France qui aujourd'hui ne marche pas et qui informe pas assez bien les élèves et les parents, ben, on se retrouve un peu avec des assignations d'orientation où, bah oui, si papa ou maman est notaire, on va faire droit parce que c'est comme ça. Et on se laisse pas la possibilité d'aller découvrir des métiers et d'aller choisir un métier passion et une orientation passion. On s'assigne tout de suite à un métier, quoi. Alors, on en débat. Quel regard portez-vous sur la coordination des dispositifs d'accompagnement des jeunes? Question compliquée. Ah ben c'est un gros chantier des fois qui, en fait, c'est pas. Alors il y a beaucoup de choses qui se font. On a de très belles assos, on a une organisation, on travaille beaucoup avec. Alors vous connaissez pas, c'est des termes abstons. Il y a les clés, Oui. il y a les conseils départementaux de l'emploi. Des fois les acteurs se parlent pas entre eux. Donc il y a beaucoup de. Et puis les territoires sont différents. Donc il y a, j'écoutais Jean-Louis Borloo récemment qui disait il y a des bonnes volontés partout, mais il y a trop en fait de complexité dans ce qu'on fait. Il faudrait qu'on arrive à mieux recentrer aussi, de manière beaucoup plus simple pour les parents, les profs et surtout les premiers concernés, les jeunes, parce que là c'est beaucoup trop complexe à comprendre, même pour des professionnels comme nous. Déjà on ne peut pas être partout. Alors, nous cloner, ça serait impossible. Et il y a beaucoup d'actions. Alors, peut-être que l'IA un jour réglera et simplifiera les choses, mais des fois, c'est beaucoup trop complexe. Donc, la simplification, notamment, pour y voir clair. Et on voit que les jeunes sont perdus. Je pense qu'on poserait la question à n'importe qui. Et c'est dommage parce qu'il y a des outils qu'utilisent les jeunes sur lesquels on n'est pas présent. C'est-à-dire que je regardais la nouvelle plateforme de l'ONICEP pour conseiller les jeunes sur l'orientation, les choses comme ça. Alors, je vais critiquer un peu, mais là, elle n'est pas du tout au niveau. Et à l'inverse, tout le monde utilise Pronote et on ne fait rien sur Pronote. Oui. Donc, c'est un peu une surprise. Donc j'ai des interrogations comme ça, mais je ne sais pas comment vous le vivez, parce que vous êtes concerné pour le coup. C'est exactement la même chose que pour la précarité étudiante. Tout le monde veut faire quelque chose. Et personne ne se coordonne. Donc en effet, on a plein d'acteurs qui ont des dispositifs un peu partout, mais aucune plateforme unique pour tout recenser. Et nous, ce qu'on plébiscite énormément à l'UNEF, c'est ce qu'on appelle les guichets uniques directement sur les campus, parce que du coup, ça permet aux étudiants d'aller voir, que ça soit pour la santé, pour la précarité, pour l'emploi, absolument tout, d'aller se rendre à un même endroit, avec des services de préfecture aussi pour les renouvellements de titres de séjour. Et ça permet d'aller au même endroit, d'avoir un lieu physique sur la fac où on peut aller tout chercher. Et les endroits où c'est mis en place, il y a plusieurs universités où ça l'est. Je vais penser là comme ça au Desbeautés à Poitiers, mais pas que. Je crois qu'il y en a à Toulouse aussi également. Voilà. Et en fait, ça marche hyper bien et les étudiants sont hyper satisfaits et les publics jeunes aussi. C'est dommage que ce ne soit pas généralisé. C'est ça qui est frustrant. En fait. Bon, j'ai le mystère. Comment rendre les métiers manuels et techniques plus attractifs auprès des jeunes générations? Question d'intelligence artificielle. Pour moi, il faut déconstruire les clichés sur ces métiers-là. Qui seraient des métiers, qui seraient des sous-métiers, qui seraient des métiers pas valorisants, qui seraient des métiers peut-être moins prestigieux que les métiers et que les professions intellectuelles. C'est absolument pas vrai. On a tendance à dire qu'un avocat, quand son robinet fuit, il a besoin d'un plombier. Et il a beau avoir un bac+8 en droit, ça l'aidera pas à réparer son évier ou son robinet. Donc en fait, pour nous, c'est travailler sur tout ce qui est cliché. Rappeler que par ailleurs il y a aussi des filières d'excellence sur les sur les métiers manuels. Je pense notamment aux compagnons du devoir qui amènent un vrai savoir-faire et une vraie technicité sur tout un tas de métiers et qui font revivre certains métiers qu'on penserait disparus. Je sais pas pourquoi la chaudronnerie me vient en tête maintenant. Dans l'aéronautique, c'est incroyable. Hein. Mais il y a tout ça aussi. Et donc en fait, c'est travail sur les clichés, quoi. Ouais, non, mais je partage. Alors, c'est un vrai. On parlait des diplômes, souvent, c'est ça que c'est beaucoup sur les diplômes. Et on a l'impression, quand on fait des études professionnelles, c'est que c'est un échec. Et du coup, c'est nous remettre les métiers manuels aussi dès le plus jeune âge.
pour montrer que tous les métiers sont au même niveau et pouvoir orienter un peu mieux. Donc on part de loin parce que la problématique qu'on a, c'est peut-être que certains de nos dirigeants malheureusement fait que des hautes études. On a très peu d'interlocuteurs des fois qu'on fait des études professionnelles à des postes importants. Donc ça, il faut on en a plus dans le monde dans l'entreprise que effectivement dans les dirigeants. Donc je pense qu'il y a un effort aussi à faire dans ce cadre-là. Et effectivement, on a sur notre territoire on n'est pas trop loin de Rungis. On a la Rungis Academy, par exemple. On a des lieux effectivement de très haut niveau où sont les compagnons du devoir. Et on a des meilleurs apprentis de France, on a des meilleurs ouvriers de France qui forment aussi. Complètement. C'est des choses à faire découvrir aux jeunes. Et ça, c'est important. Statistiques, selon l'INSEE, les peu ou pas diplômés étaient 41% à être au chômage en 2022. C'est un taux 5 fois plus élevé que celui des diplômés supérieurs. Quel regard portez-vous sur ce décalage ? Quand je parlais tout à l'heure des 3 à 4 milliards, vous les avez ici. Hein. Enfin, on a un nombre de décrocheurs trop important. On en a aussi dans les universités des fois. Donc on travaille là-dessus. Moi, j'ai été sollicité plusieurs fois par l'Éducation nationale pour notamment être dans les micro-collèges, parce qu'on a des gamins qui souffrent de phobie scolaire aussi, voir comment on pouvait accompagner. Et on a, pour nous, de toute façon, c'est un aveu d'échec si on en arrive à cette situation. Donc à nous de nous mobiliser tous les uns et les autres, et on voit qu'effectivement, trouver le plus facilement pour les jeunes. La problématique qu'on a, et quand je dis qu'il faut aider l'Éducation nationale, c'est qu'on manque des fois de solutions, parce qu'on a des profs ou des acteurs de l'Éducation nationale qui sont un peu démunis des fois par cette situation. Mais c'est qu'est-ce que nous, on peut faire pour les accompagner. C'est pour ça qu'on essaie de rentrer de plus en plus dans les écoles pour accompagner, mais ça, on peut pas s'en féliciter, parce que derrière, c'est l'avenir aussi de notre pays, des citoyens demain qu'on forme, parce que par l'emploi aussi, on devient un citoyen, on se raccroche à quelque chose. Et j'ai travaillé avec l'ICAM à un moment, ils avaient des écoles de production, et on avait beaucoup de décrocheurs qui arrivaient là-bas, qui n'arrivaient pas à tenir assis sur une chaise et autres. Franchement, il y avait de belles histoires, même des migrants qui arrivaient là-bas, qui n'avaient plus rien. Et c'est là-dessus qu'on doit se battre, hein. C'est trouver une place pour tout le monde. L'emploi fait partie d'une des axes, c'est un axe important, ce n'est pas le seul, mais quand vous avez un emploi, ça vous permet de trouver un logement, ça vous permet de pouvoir faire vos courses et pouvoir manger à votre faim. Et ça, c'est important qu'on se batte. Et si déjà, au niveau de l'éducation, on a des décrocheurs et qu'on a effectivement des gamins qui finissent sans diplôme, là, ça, c'est un échec. C'est un échec pour nous tous, et d'où effectivement avoir ce lien entre les différents acteurs. Et vous parliez des décrocheurs à l'université. On remarque l'explosion d'un phénomène qui est le décrochage de l'enseignement supérieur pour des raisons de précarité, puisqu'on a plus 30% d'augmentation du coût de la vie étudiante plus 33% depuis 2017. Et en fait, ça, c'est un vrai travail sur lequel nous, on se bat en tant que syndicat étudiant, la lutte contre la précarité. On n'a pas de réforme structurelle des bourses alors que ça fait des années qu'on la demande. L'UNEF nous porte l'allocation d'autonomie depuis très longtemps et un revenu pour les jeunes. Et en fait, il faut qu'on lutte aussi contre le décrochage dans les études supérieures. Il y a un chiffre qui est terrifiant qui est sorti il n'y a pas longtemps qui dit qu'un étudiant sur 2 ou sur 3 réfléchit à quitter ses études pour des raisons de précarité. Et en fait, on ne peut pas se satisfaire de ça. Et donc, il y a un vrai travail sur le fait de s'assurer que les étudiants ne décrochent pas quand ils sont rentrés dans le système universitaire ou d'études sup en général pour des raisons de précarité. Mais on a, moi qui est administrateur d'un CFA, on a eu une fois une jeune fille qui tombe dans les pommes, et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne mangeaient pas à leur faim. Et entre le logement, où on n'a pas assez de logement pour les jeunes, et les jeunes étudiants, enfin, moi c'est des choses qui m'agacent. Et pareil, on doit, je crois, 75% d'échecs pour les jeunes qui travaillent à côté. Oui, c'est ça. Donc on a effectivement aussi de voir comment l'emploi, parce que des fois on est obligé de travailler, mais il ne faut pas que ça sacrifie nos études. On a beaucoup trop effectivement de décrochage dans ce cadre-là. Je pense que de manière citoyenne, pour le coup, personne ne peut s'en réjouir. Alors, pour permettre aux jeunes en recherche d'emploi de trouver, il faut réduire le temps de travail à 32 heures par semaine, augmenter les aides à l'embauche destinées aux entreprises. Des aides à l'embauche, plutôt, renforcer, augmenter, parce que là, vous l'avez vu, le projet de loi de finances, on les baisse. Et du coup, on était arrivé à quasiment 1 million d'apprentis, par exemple, ou des choses comme ça, et là, on est reparti en sens inverse. Donc on parlait d'expérience au métier, pour le coup l'apprentissage et l'alternance c'est important. Et si on pouvait effectivement recruter plus facilement un jeune, parce qu'un recrutement c'est sensible pour une entreprise, il ne faut pas qu'on se loupe.
et nous serons les petites entreprises. Et donc, on aurait tout intérêt, effectivement, d'un côté, de donner la chance aux jeunes et de l'autre côté, aux entreprises de pouvoir effectivement recruter plus facilement. Et je ne suis pas sûr que d'imposer l'horaire, on a vu avec 35 heures, soit la solution. Parce qu'au final, les entreprises, elles adaptent leur taux horaire en fonction de l'activité. Et même avant les 35 heures, il y a des entreprises qui travaillent déjà un peu moins. Et donc, c'est assez, on est de fait contre au MEDEF. Alors, pour moi, les deux propositions ne sont pas antagonistes. Mais là, on voit sur ce projet de loi de finances que, par exemple, les aides à l'alternance sont en partie revues à la baisse et drastiquement. Et on voit déjà l'effet que ça a sur l'embauche des jeunes, notamment en alternance, où c'est déjà difficile de trouver une alternance, mais là, ça le devient encore plus depuis la rentrée. Donc, en fait, pour moi... les deux vont ensemble et on peut faire les deux. Mais je suis assez d'accord sur le fait que quand on remarque et qu'il y a des aides à l'embauche qui sont retirées, bah, ça fait baisser de toute façon l'embauche des jeunes. Et puis là, on est vent debout contre ça. Nous aussi. On va les manifester ensemble. Alors, pour réduire les inégalités sociales dans l'accès à une formation diplômante, il faut une aide universelle pour les jeunes en formation. Favoriser l'alternance au maximum, leur travail permet de financer leurs études. Une aide universelle, de manière assez logique, mais parce qu'en fait, l'alternance, c'est pas un mode d'études qui convient à tout le monde. Et la question, c'est que tout le monde puisse trouver l'orientation et le format d'orientation et de parcours d'études de son choix. Et moi, je veux bien qu'on m'apprenne comment est-ce qu'on fait une alternance en psycho ou en socio. Et pourtant, on a besoin de autant de psychologues que de gens qui vont faire de la socio, qui vont faire de la RH, etc. Et en fait, c'est pas adapté à l'ensemble des études. La question de ça. Mais par contre, au moins, avec une aide universelle, une allocation d'autonomie donnée à l'ensemble des étudiants, on est sûr que les étudiants ne choisissent pas leurs études par défaut ou par contrainte budgétaire, mais que c'est bien leur choix, ou par pression des parents, parce que malheureusement on le voit sur les campus, papa et maman qui font pression pour faire médecine alors qu'en fait on a envie de faire lettres modernes ou lettres classiques, ça n'aide pas à une orientation apaisée, quoi. Moi je me demande si une aide universelle, on ne l'a pas déjà d'une certaine manière avec toutes les aides qu'il y a déjà. Mais je pense qu'on a perdu le fil aussi de ce qui se fait déjà. Le fait de payer déjà, on parlait au niveau du logement, au niveau de l'emploi, il y a déjà beaucoup d'aides. Et je pense qu'il faudrait qu'on arrive à le remettre en avant. Déjà, ça va remettre un peu à quoi sert l'impôt, parce qu'aujourd'hui, les gens sont un peu perdus. Mais déjà, on a beaucoup d'aides dans ce cadre-là. Donc, l'alternance, effectivement, je suis d'accord, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Il y a des jeunes, ça va leur convenir, d'autres, et en plus, ça ne colle pas aux études dans lesquelles on doit s'appuyer. Donc, effectivement, l'un sans l'autre, il y a des réflexions à avoir. Mais c'est intéressant parce que l'aide universelle, en fait, nous, on le corrobore avec le taux de non-recours. C'est-à-dire qu'il existe plein d'aides, mais le taux de non-recours aux aides est très, très, très élevé. Les APL, les bourses, les aides ponctuelles, les bourses départementales, les bourses municipales, etc. Et donc, du coup, de fait, l'avantage de l'aide universelle, alors que nous, on décorrèle des APL, parce que pour nous, les APL, c'est très lié à la tension du marché du logement localement. Mais l'aide universelle, elle remet tout à plat. Elle est donnée pareil à l'ensemble des étudiants et on n'a plus une superposition administrative d'aide où on comprend plus ce qu'on peut avoir et ce qu'on doit avoir. Ça peut être Complètement. Alors, pour réduire l'impact des difficultés liées au logement sur l'emploi des jeunes, il faut renforcer les aides au logement pour tous, réserver des logements à la location par des jeunes. C'est compliqué. Moi, je mettrais un joker, mais je répondrai aux deux. Donc, non, plus techniquement, renforcer les aides si on veut, mais il faut construire. Vraiment, il faut mettre le paquet. On ne construit pas assez, on ne verticalise pas assez. Quand même, penser que les permis de construire sont aux mains des maires. Et là, on a une forte pression. On est prêt à construire, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a passé, depuis les dernières élections municipales, à ne plus avoir de grands projets. On a eu des mairies qui ont refusé de faire des logements pour les jeunes. Moi, je trouve ça hallucinant, pour des raisons de fiscalité aussi.
Donc à un moment, il faut faire des choix et nous, côté MEDEF, on se battra toujours pour construire. Parce qu'on peut essayer de colmater avec des aides sur le logement. On peut effectivement réserver ce qui se fait déjà en partie sur du logement diffus ou autre, mais là il faut arrêter maintenant, il faut vraiment aller construire, on n'en a pas assez. Et surtout en plus ce qui peut être intéressant, c'est qu'on fait des logements qui peuvent être des logements pour les étudiants et qu'on peut après mettre pour les saisonniers. C'est-à-dire qu'en plus on peut faire tourner, on a de très beaux programmes immobiliers qu'on sait faire, notamment avec des bailleurs sociaux. Sur lesquels le MEDEF siège, je prendrais 3F, INI ou des grands acteurs comme ça. Enfin, mais il faut construire. On n'en a pas assez de logements et je pense que ça va être une action qu'on doit faire en commun pour pousser les élus effectivement à construire. Donc je pense qu'on se reverra dans ce cadre-là aussi, parce que c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup, parce que c'est nos enfants, hein, pour le coup, à tous. Complètement d'accord. Et par ailleurs, les aides au logement, en fait, c'est pas la solution à tout, parce que on prend le parc parisien, qui est un parc locatif excessivement tendu. À 900 balles le loyer par mois, on peut mettre 600 balles d'APL. À la fin, ça donne pas plus de logements. Ouais. Et si on a une augmentation du nombre de Airbnb parce que la fiscalité est plus positive pour les Airbnb, que ça fait des niches de l'optimisation ou que sais-je, ça va pas inciter les propriétaires à louer aux jeunes et aux étudiants. Donc pour moi, il y a un vrai travail à faire sur la législation et la construction, évidemment. Et les élus locaux. Complètement, les élus locaux. Allez, hop. Alors, pour permettre une meilleure orientation des jeunes, il faut développer massivement le mentorat entre patrons, travailleurs et jeunes, investir davantage dans les dispositifs publics d'orientation. Joker, parce que pour moi, il faut faire les deux. En fait, pour nous, c'est vraiment la question de quel parcours correspond le plus aux jeunes. On a vraiment des étudiants et notamment plein de jeunes qui sont en décrochage et en phobie scolaire qui arrivent en entreprise et qui revivent. Ça existe. Et parce qu'ils font quelque chose de concret dans le milieu du travail et qui touchent à quelque chose de concret, c'est pas leur truc d'être sur des bancs de l'université. Et il y a des gens qui vont arriver à la fac, et ça a été mon cas, et qui retrouvent le sens à la fois de leur orientation et qui comprennent ce qu'ils font là. Moi, quand je suis arrivée à la faculté, j'ai redécouvert la scolarité. J'étais pas une mauvaise élève, mais juste être assis sur les bancs du lycée, ça me gonflait, quoi. Et donc, du coup, je pense que la question, c'est véritablement de trouver et de permettre d'avoir des dispositifs d'orientation qui permettent à chaque jeune de trouver sa place. Si la place des jeunes, c'est en alternance, en entreprise, les deux mains dans le cambouis, si je suis presque caricaturale, et si c'est plutôt en BU à faire un exposé ou autre, l'essentiel, c'est avant tout que la personne soit heureuse dans son orientation. Et je pense que justement, il faut combattre ce cliché de professionnel versus fac, et qu'on peut défendre les deux tant qu'on défend une orientation qui est hyper ambitieuse pour les jeunes. Alors, je valide complètement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter? Non, je partage entièrement, effectivement. Et la dernière, pour renforcer la professionnalisation des formations, il faut intégrer les entrepreneurs dans la confection des maquettes pédagogiques, rémunérer l'ensemble des stages, même de moins de 2 ans. Alors nous, on milite beaucoup pour la première option, parce qu'une partie de l'autre, on le fait déjà. On milite énormément pour contribuer beaucoup plus. Alors on y siège déjà, comme je disais, les clés, des choses comme ça, mais effectivement, il faut que ce soit commun et beaucoup plus et vraiment renforcé, parce que pour vous expliquer ce qu'est le MEDEF, c'est aussi centre de branches professionnelles. Donc on va du funéraire, des parcs d'attractions, de l'industrie, du bâtiment. On a la propreté, on a de belles branches, chacun a leur dispositif aussi, et il faut qu'on arrive aussi justement à percer l'éducation nationale dans ce cadre-là pour pouvoir acculturer les différents acteurs, déjà parce qu'on a de beaux outils des fois qui sont à disposition des jeunes. Je pense à l'Aftral sur les conducteurs de camions ou autres, il y a beaucoup de belles actions qui sont menées. Et du coup ça permet aussi au métier d'être valorisé à leur juste titre, et aussi de permettre d'avoir de vraies solutions pour les jeunes. Arnaud, c'est peut-être le seul point sur lequel du coup on ne sera pas d'accord. Il en faut bien un. Nous, par exemple, à l'université, on estime que ce qui doit, et on combat cette logique d'intégration de la compétence professionnelle, notamment à l'intérieur des formations universitaires. Alors là, je suis très universitaire. Sur les formations pro, on n'aurait peut-être pas forcément le même débat. Pour nous, sur les formations universitaires,
il faut que ça reste la compétence des chercheurs et des universitaires, mais notamment parce qu'en fait, chat chaud craint l'eau froide. On a des mauvaises expériences, notamment à Paris-Dauphine, où la BNP Paribas avait voulu financer un master greenwashing, où globalement c'était eux qui choisissaient l'intégralité des maquettes de formation, les enseignants qui faisaient cours, etc. Et nous, on est relativement contre une ingérence et on est très pro-liberté académique à l'intérieur de... notamment des formations universitaires. Peut-être que pour, honnêtement, les BTS, les formations pro, etc., on n'aurait pas exactement le même débat, mais sur les formations très universitaires généralistes... Moi, je serais... là, oui, c'est vrai que c'est un vrai point de décalage. Déjà, on ne peut pas dire qu'un groupe de taille mondiale il fasse du greenwashing. Je vais prendre le plus cas, peut-être pour vous le plus extrême, Total. Mais Total, malgré tout, c'est eux qui siègent au niveau mondial et qui sur les enjeux de retournement au niveau même pour l'environnement et autres, c'est eux qui vont pouvoir porter les technologies pour pouvoir transformer aussi ces questions-là. Et je prends exprès ce groupe-là parce que c'est eux qui souffrent le plus des attaques qu'on peut avoir. On peut prendre Airbus sur l'aérien et autres. C'est par ces groupes-là, parce que eux, l'innovation fait la norme. Et du coup, c'est par ce biais-là qu'on va pouvoir changer les choses et que les universités, on le voit, la concurrence avec les universités américaines où je regardais par exemple le financement des Harvard, je peux comprendre qu'il y a un enjeu de neutralité qu'il peut y avoir pour les chercheurs et je pense que c'est normal qu'au niveau des études, elles doivent être les plus claires possibles. Mais sur les technologies qui arrivent, on a besoin de vous. Je prends Airbus Defence Space qui construit des satellites qui vont pouvoir analyser au niveau de la Terre sur les questions environnementales, calamité agricole et l'avenir qu'on va pouvoir faire. Mais on fait même les jumeaux numériques des villes et quand on voit le réchauffement des villes, et c'est par ces grands groupes-là qu'on va pouvoir arriver à trouver des solutions. Et je trouve dommage souvent qu'on ait ce biais. Alors ça pourrait être c'est compliqué parce que c'est pas nouveau. Ça fait des années et des années, voire des décennies qu'on a ce sujet-là sur la table. Mais je peux vous assurer que les groupes qu'on a sur ces questions-là, ils font plus du greenwashing parce qu'ils peuvent plus se permettre. Les salariés aujourd'hui choisissent les endroits et il y a un immense effort qui est fait. Et d'autant plus, souvent, j'ai pu avoir travaillé des gens qui sont contre l'aérien, mais je peux vous assurer que mieux vaut être dans l'aérien pour les grandes innovations. Parce que quand je dis que l'innovation fait la norme, c'est un cadre. Et on a, par exemple, les salariés aussi, dans leur lieu de vie aussi, ils contribuent beaucoup à la vie de la cité. Par exemple, le réseau Express Vélo qu'on a à Toulouse sur le truc, c'est grâce à Airbus qui ont le développé, parce que les salariés sont premières parties prenantes des grandes évolutions. Et même ici, on a Air France qui est très pratiquement ADP, qui a un gros enjeu. Je peux vous assurer, lisez ADP 2050. C'est pour ça qu'on a besoin de ce lien plus fort avec l'éducation, qui n'est pas anodin, et parce qu'on peut financer aussi des choses. On le voit avec l'argent public qui baisse. On a beaucoup de philanthropie, du mécénat qui se développe aussi pour contribuer. Et je peux vous assurer que c'est dans tous les domaines. Alors nous, ce qu'on pose comme point d'alerte, c'est qu'il ne faut surtout pas que ça touche aux libertés académiques. Et par ailleurs, on le voit parce que ça se pratique dans les écoles d'ingénieurs depuis bien avant que je fasse du syndicalisme étudiant, mais que sur les très bonnes écoles et quand les entreprises ont besoin d'aller chercher des têtes et ont besoin d'aller chercher, et là je vais prendre l'exemple le plus cliché moi aussi, qui est par exemple Thales. Quand ils ont besoin d'aller chercher dans les grandes écoles d'ingénieurs, alors pas forcément publiques, mais à minima qui remplissent des missions d'intérêt général, puisque c'est des contrats avec le ministère qui sont bien définis, ils savent le faire et ils le font, mais ça ne veut pas forcément dire que, je vais prendre le cas de Supop, parce que c'est une école du top 15 qui fait un truc hyper précis, qui est l'ingénierie sur tout ce qui est optique, ils savent aller chercher leurs ingénieurs et ils savent aller chercher là-bas sans pour autant faire de l'ingérence sur les libertés académiques. Donc pour moi, c'est quand même bien essentiel qu'on ait, en termes de liberté académique, une liberté totale et qu'elle soit garantie. Nous, on est même pour la constitutionnalisation des libertés académiques. Et ça, c'est l'exemple états-unien qui nous le fait demander. Et que ça ne soit pas un outil politique au service d'un projet. Et que après dans le monde pro, même si je souscris pas totalement, mais on va dire qu'on est des premiers de cordée qui poussent par l'innovation, etc. Pourquoi pas? Mais l'importance pour nous, c'est de garantir vraiment les libertés académiques sans enjeu justement financier et budgétaire. Ouais, vous les aurez, mais il faut qu'on le renforce. Vous savez qu'on traite aussi les questions de guerre économique. On a beaucoup trop d'entreprises étrangères qui viennent nous capter, nos chercheurs.
Et donc oui, liberté académique, mais le problème c'est que s'il n'y a pas de débouché derrière, que le monde économique ne peut pas rentrer pour garantir aussi cette liberté académique, vous avez des groupes étrangers qui viennent nous capter, nos chercheurs, qui partent aux États-Unis. Vous le voyez, on a beaucoup d'acteurs qui partent aux États-Unis. Ça peut être la Chine qui achète des... Donc c'est très sensible ces questions-là. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas traitées. Peut-être qu'on ne le met pas assez en avant, mais on est très très vigilant. Et du coup, il faut absolument qu'on travaille en commun. On n'a pas assez de campus d'excellence à l'image de Paris-Saclay ou autres sur le territoire, parce que justement, et moi qui viens d'une zone où à Toulouse, on n'a jamais réussi à aboutir sur l'IDEX, ce qui me reste vraiment en travers de la gorge, pour ces raisons-là, de conflits irrationnels. Là, on a besoin vraiment de travailler en commun, et plus qu'avant, parce qu'on voit que le monde est un monde dangereux, ça il ne faut pas se le cacher maintenant, et qu'on a besoin vraiment de travailler ensemble sur ces questions-là. La liberté académique, oui, il faut la garantir, mais il faut aussi pouvoir travailler plus en commun. Donc, c'est un point un peu, de débat. Ouais, le débat, ouais. On va finir là-dessus, mais voilà. Oui.